Saviez-vous que les virus ne sont pas des organismes vivants? Lorsque vous avez été vacciné contre la COVID-19, on vous a injecté des virus modifiés. Les virus ne peuvent pas se reproduire par eux-mêmes. Ils ne sont créés que par des organismes vivants, y compris par votre propre corps. Environ 8% de vos propres informations génétiques vous ont été apportées par des virus. Si vous ne le saviez pas, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais essayer de ne pas être ennuyeux. Mon chat Martin veillera à ce que ce soit le cas. Alors, depuis notre enfance, nous avons entendu le mot micro-organisme, sans vraiment comprendre ce que cela signifie. Et ils sont très divers. Passons rapidement en revue quelques types. Les bactéries sont de petits malfrats unicellulaires. Nous les divisons, de manière anthropocentrique, en nuisibles, inoffensives et utiles. Les nuisibles nous rongent impitoyablement, dévorant parfois de grands morceaux de la population humaine. Ce sont des maladies bien connues de l'humanité, comme la peste, le choléra, la tuberculose, diverses infections alimentaires et bien d'autres. Les bactéries sont unicellulaires, c'est-à-dire qu'elles sont des organismes vivants simples, dotés d'une membrane qui peut les protéger, les masquer du système immunitaire et les aider à s'accrocher aux parois. Elles ont également un contenu interne constitué de différentes parties, telles qu'une micro-usine de synthèse des protéines, une zone où se trouve l'ADN bactérien et d'autres éléments. De plus, elles peuvent avoir une queue qui permet à la bactérie de se déplacer. L'essentiel est que c'est un organisme distinct. Il existe aussi des bactéries utiles. Elles vivent en symbiose avec les humains depuis longtemps, et sans leur aide, la vie serait difficile. Les bactéries utiles vivent principalement dans l'intestin et digèrent ce que nous ne pouvons pas digérer. Certaines bactéries produisent même les vitamines dont nous avons besoin. De plus, elles nous protègent souvent contre les bactéries pathogènes. Les bactéries se reproduisent par division. Cela signifie qu'un organisme se divise en deux plus petits. De plus, dans la nature, il existe de nombreuses autres bactéries qui n'ont aucun effet sur notre corps. Elles transforment également des substances en d'autres, contribuant au cycle des substances dans la nature. Le prochain grand groupe est celui des champignons. C'est un grand groupe d'organismes, mais nous ne considérons rapidement que les unicellulaires. Le plus grand groupe de champignons unicellulaires est celui des levures que nous aimons tant. Tout le monde aime leur travail. Certains aiment les brioches, d'autres le pain, et certains encore la bière et le whisky. Les meilleurs amis du gourmand moderne. Il y a des levures moins agréables, comme celles qui causent le muguet ou les pellicules. Mais dans la nature, tous sont égaux. La structure des levures est assez différente de celle des bactéries. Les levures unicellulaires ont même une sorte de squelette et une organisation plus complexe de l'ADN. Les levures se reproduisent par bourgeonnement. Certaines levures ont même une sorte de reproduction sexuelle. Quant à savoir si les levures se marient ou se reproduisent dans le péché, la science n'en sait rien. De plus, même les organisations religieuses n'en savent rien. Et comme nous le savons, elles peuvent expliquer tout ce qui existe dans le monde. Avant de passer à la description fascinante des virus, il faut brièvement comprendre ce que sont les gènes, l'ADN, l'ARN et les ribosomes. Les ribosomes dans les cellules sont des usines de pièces nécessaires. Ils peuvent produire divers composés chimiques, mais ils ont besoin des instructions nécessaires sur ce qu'il faut produire. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule grande et complexe. Nous avons tous vu son image dans divers films ou articles. En gros, l'ADN est comme une clé USB où est enregistrée toute l'information sur un être. Et une telle molécule se trouve dans chaque cellule d'un organisme vivant. Un gène est une partie de la molécule d'ADN qui est responsable d'une fonction ou d'un trait particulier. Par exemple, il existe des gènes responsables de la couleur des yeux ou de la tendance à l'obésité. Les gènes contiennent des instructions pour la création de protéines dans les ribosomes. Les protéines accomplissent de nombreuses tâches différentes dans l'organisme. Elles peuvent être des blocs de construction pour les cellules ou accomplir diverses fonctions dans les tissus, comme aider dans les processus chimiques, par exemple dans la digestion des aliments. L'ARN, acide ribonucléique, est une molécule qui transporte l'information de l'ADN vers les ribosomes. L'ARN copie les instructions nécessaires de l'ADN et les transmet aux ribosomes pour la production. La plupart des cellules des organismes vivants contiennent de l'ADN, de l'ARN et des ribosomes. D'ailleurs, un fait intéressant. Bien que le calcul ne soit pas très précis, en général, l'ADN contient environ 750 mégaoctets d'informations. Cela correspond à la capacité d'un disque CD de données. C'était une petite excursion théorique pour comprendre que les virus sont quelque chose de fondamentalement différent
et inhabituelle. Alors, les virus. Lorsque je préparais le matériel, j'ai trouvé cette définition à certains endroits. Les virus sont des agents infectieux microscopiques. Je ne sais pas qui a inventé cette phrase pour la première fois, mais il est clairement un agent ennemi. Que peut-on comprendre de cette phrase? J'ai demandé à DALL de me générer une image de cette description. Voici les agents. Essayons autrement. Simplifié, un virus est un génome étranger, ADN ou ARN, recouvert d'une enveloppe protectrice. De plus, le virus dispose d'un moyen de pénétration dans la cellule. Pour différents modes de pénétration, les virus prennent différentes formes. Probablement, les gens du monde entier savent à quoi ressemble le coronavirus, une sorte de boule épineuse. Les pointes du virus sont faites d'un matériau qui s'accroche à des récepteurs spécifiques présents dans certains types de cellules, notamment les poumons. La cellule, ressentant que quelque chose est accroché au récepteur, pense qu'il s'agit de nutriments et absorbe le virus. Les virus en forme de spirale ont un mécanisme de pénétration légèrement différent. Les virus de la grippe ou de la rage ont cette forme. Ils s'accrochent également aux cellules qui leur sont nécessaires, mais leur enveloppe a une structure qui leur permet de fusionner littéralement avec la cellule cible, comme des bulles de savon fusionnent entre elles. Mais la première place revient aux bactériophages. Les victimes de ces virus ne sont pas les cellules des organismes vivants, mais les bactéries. Il est plus difficile pour les virus de s'attaquer aux bactéries. Les bactéries ont une peau, c'est-à-dire une membrane, plus dure que celle des cellules, et il est plus problématique pour elles d'y pénétrer, mais pas pour les virus. La structure du bactériophage est similaire à celle d'une seringue ou d'une foreuse. Il possède des pattes qui lui permettent de s'attacher à la bactérie, un tube avec une aiguille et un ressort. Après s'être attaché, le ressort pousse l'aiguille, perçant la membrane de la bactérie. Ensuite, le matériel génétique du virus est injecté dans la bactérie. Pouvez-vous imaginer cela? Et je rappelle que le virus n'est pas vivant. C'est juste un mécanisme qui se copie lui-même. J'étais choqué quand je l'ai appris. Même mon chat Martin a sursauté et n'a pas fini sa saucisse en entendant cela. Quoique, il semble qu'il se soit simplement endormi. Mais ce n'est pas tout avec les virus. Nous nous souvenons que le génome du virus se trouve dans une sorte de capsule protectrice. Après avoir pénétré dans la cellule, le virus se déshabille, c'est-à-dire enlève sa capsule. Oui, la capsule est faite de matériaux que l'environnement interne de la cellule peut dissoudre, libérant ainsi le génome du virus. Donc, le génome du virus pénètre dans la cellule, et s'il s'agit d'un virus ADN, il remplace un des gènes de l'ADN humain dans la cellule. Ensuite, l'ARN de la cellule humaine commencera à transporter cette information étrangère vers les ribosomes, qui produiront des pièces pour créer de nouveaux virus. Si le virus contient de l'ARN, c'est encore plus simple. Il n'a même pas besoin de remplacer un gène de la cellule. L'ARN du virus pénètre dans la cellule et est perçu par les ribosomes comme une instruction pour assembler des protéines. Par conséquent, ils produisent à nouveau des pièces pour de nouveaux virus. Un exemple de virus ARN est le bien connu Covid-19. Ensuite, il y a le processus d'assemblage des virus à partir des pièces. Il est difficile de décrire ce processus de manière simple. Il est complexe et confus. Laissons-le de côté pour l'instant. Mais il faut se rappeler que ce ne sont pas des mains robotiques ni une énergie spirituelle qui assemblent le virus, mais des processus ou des algorithmes décrits dans le même génome viral. C'est ainsi qu'avec des chansons et des blagues, de nouveaux virus complets apparaissent. Parfois, ils déchirent la cellule, la tuant. Parfois, ils endommagent seulement une partie de la membrane en sortant. Mais après cela, ces clés USB sont libres et se précipitent pour infecter de nouveaux horizons. Donc, en deux mots, c'est le mode de reproduction des virus. Cela ressemble un peu au mode de reproduction de certains parasites dans la nature. Sauf que les parasites ont une raison de le faire. Les parasites sont des créatures vivantes et c'est leur moyen de survivre. Mais quel est l'avantage pour un virus de le faire? C'est en quelque sorte une chose en soi. Bien sûr, tout ce que je raconte n'est qu'une description générale très simplifiée de tous les processus pour une compréhension approximative de ce qui se passe. Il n'est pas recommandé de s'inscrire à une école de médecine avec cette préparation. Mais revenons à celui qui a commandé toute cette musique. Voici quelques théories sur l'origine des virus. Théorie de la coévolution ou théorie des séquoias. On pense que les virus sont apparus il y a très longtemps, avant l'apparition des premières cellules. Ils pourraient avoir évolué avec les cellules, s'adaptant et changeant constamment. Cette théorie suppose que les virus ont toujours existé en tant qu'agents distincts et ont évolué parallèlement à d'autres formes de vie.
Je dois dire que je n'ai pas étudié cette théorie en détail, mais dire que les mécanismes d'influence sur les cellules sont apparus avant la cellule elle-même est quelque peu étrange. Théorie de la dégradation ou théorie de la réduction. Selon cette théorie, les virus étaient autrefois des organismes plus complexes qui ont progressivement perdu la plupart de leurs fonctions cellulaires, devenant de simples particules infectieuses. Ils pourraient provenir de cellules ayant perdu la capacité de survivre par elles-mêmes, devenant des parasites. Cette théorie est intéressante, mais elle n'explique pas la diversité des virus dans la nature. Il en existe de nombreuses variantes, tant pour les animaux que pour les plantes. Théorie des éléments génétiques mobiles. Cette théorie affirme que les virus proviennent d'éléments génétiques mobiles, tels que les plasmides, petits anneaux d'ADN qui peuvent se déplacer entre les cellules. Les plasmides auraient acquis la capacité d'infecter des cellules, devenant ainsi des virus. Encore une fois, d'où vient la diversité? Théorie hybride. On pense que les virus pourraient provenir d'une combinaison de différents processus, y compris des éléments génétiques mobiles et des cellules dégradées. Ce mélange complexe de mécanismes pourrait avoir conduit à l'apparition des virus. Ce sont donc les théories existantes. Je ne suis pas biologiste, j'ai donc le droit d'avoir ma propre théorie, même si elle semble stupide. Ma théorie est basée sur la capacité des virus à transférer des informations génétiques. Les virus traitent les informations génétiques de manière assez légère et peuvent les changer et les modifier de cette manière. Mutation. Les virus peuvent muter, c'est-à-dire que leur information génétique peut changer en raison d'erreurs lors de la copie du génome. C'est particulièrement vrai pour les virus ARN, car leurs mécanismes de copie ont une forte probabilité d'erreur. Recombinaison. Les virus peuvent échanger des informations génétiques entre eux s'ils infectent la même cellule. Cela peut conduire à la création de nouvelles souches virales avec une combinaison de gènes de deux virus différents. Réassortiment. Pour certains virus, comme celui de la grippe, il est possible de transmettre des segments de génome entre différents virus lors de l'infection simultanée d'une cellule. Cela peut rapidement créer de nouvelles variantes de virus. Les virus ont donc différentes façons de changer et de mettre à jour leur matériel génétique, ce qui leur permet de s'adapter et de survivre dans diverses conditions. Ces processus rendent également la lutte contre les virus plus difficile, car de nouvelles souches peuvent résister aux vaccins et médicaments existants. Certains virus, en particulier les rétrovirus, comme le VIH, peuvent intégrer leur ADN dans le génome de l'hôte. Cela signifie que l'ADN viral devient une partie du matériel génétique de la cellule hôte et peut être transmis aux générations suivantes de cellules. Information de l'hôte dans le génome des virus. Les virus peuvent capturer des gènes de l'hôte lors du processus d'infection et les inclure dans leur propre génome. Cela peut se produire lors de la recombinaison ou d'autres processus d'échange génétique. Les gènes capturés peuvent modifier les propriétés du virus ou l'aider à échapper à la réponse immunitaire de l'hôte. Les scientifiques ont découvert que 8% du génome humain est constitué de restes de génomes viraux. Pouvez-vous imaginer l'ampleur? Donc peut-être que les virus ne sont pas un problème, mais une bénédiction? Non, pas pour nous en tant qu'individus. La poliomyélite, le VIH ou l'hépatite sont difficiles à qualifier de bénédiction. Mais pour la population dans son ensemble, je ne sais pas qui a été le premier à appeler la nature « mère ». Mais cette mère élimine les individus d'une manière terrifiante. Et en général, les humains sont de grands organismes lourds, chez qui la sélection des variantes génétiques prend beaucoup de temps. Pour se développer ou se sélectionner, il faut apporter des changements et observer les résultats. Nous recevons un ensemble génétique à la naissance et nous ne pouvons le transmettre à nos enfants qu'après de nombreuses années. Mais nos ensembles génétiques ne diffèrent pas beaucoup de ceux des personnes qui vivent à côté de nous. Les virus peuvent apporter des changements rapides dans les ensembles génétiques individuels. Cela favorise une plus grande variété et donc de meilleures chances de survie de la population en cas de changement. Par exemple, un changement climatique. Ces 8% de notre ADN viral disent quelque chose. Et si dans la nature, ce sont les espèces plus vulnérables aux virus qui survivaient? C'est pourquoi peut-être on peut trouver un virus pour chaque cellule vivante. Mais d'où viennent les virus? Eh bien, s'ils attaquent les cellules et en quelque sorte contiennent des informations sur ces cellules, peut-être qu'ils sont à l'origine des produits des cellules qui ont muté. Prenons les cellules cancéreuses. Elles produisent également n'importe quoi, mais elles sont initialement produites par des cellules mutées du corps. Alors,
Qui sait, peut-être que nous avons créé les virus. Ou peut-être que nous vivons grâce aux virus. Mais ce ne sont que des théories, et l'argent ne coule pas sous une théorie inactive. Les scientifiques ont depuis longtemps évalué les perspectives d'utilisation des virus et ont essayé de les apprivoiser. Et ils ont plutôt bien réussi. Les virus sont utilisés dans divers domaines de la science et de la médecine. Par exemple, dans la thérapie génique, les virus sont utilisés pour délivrer des gènes sains dans les cellules de patients atteints de maladies génétiques. Les virus sont également utilisés pour créer des vaccins, comme ceux contre la grippe ou la COVID-19, où des virus atténués ou inactivés sont utilisés pour stimuler la réponse immunitaire. Ainsi, les virus peuvent être à la fois destructeurs et utiles, selon la manière dont ils sont utilisés. Ils sont une partie intégrante du monde naturel et continuent de jouer un rôle important dans les processus biologiques et la recherche scientifique. Les virus sont utilisés pour lutter contre les ravageurs. Par exemple, pour le contrôle des ravageurs dans l'agriculture, en tant que méthode efficace et écologique. En Inde et en Chine, le virus de la polyhédrose du bombix du mûrier est utilisé pour réduire la population de ce ravageur dans les plantations. Cela permet de réduire l'utilisation de pesticides chimiques et de protéger l'environnement. Le virus de la polyhédrose des ravageurs du chou est utilisé aux États-Unis, au Canada et en Europe pour lutter contre la teigne des crucifères dans les champs de choux. Cela aide à réduire les pertes de récolte et à améliorer la qualité des produits sans utiliser de pesticides chimiques. Au Canada, le virus de la polyhédrose de la spongieuse est utilisé pour contrôler la population de la spongieuse, qui endommage les forêts de conifères. Les virus sont utilisés dans la thérapie génique pour introduire du matériel génétique dans les cellules des patients, permettant de traiter des maladies génétiques. La thérapie génique consiste à introduire des copies saines de gènes dans les cellules pour corriger ou remplacer des gènes défectueux. Des médicaments ont déjà été créés et approuvés pour traiter l'atrophie musculaire spinale, certains types de cécité congénitale ou des formes sévères d'hémophilie. Ce ne sont que quelques exemples, et le domaine a d'énormes perspectives. Les virus sont également utilisés pour préparer des organes d'animaux à être transplantés chez l'homme. Par exemple, en mai 2024 en Chine, un foie de porc a été transplanté à un patient de 71 ans. Habituellement, les organes de porc transplantés sont souvent rejetés par le corps du patient et il meurt. Mais si l'ADN des cellules du foie est légèrement modifié, les chances augmentent considérablement. Ces modifications de l'ADN des animaux sont également effectuées par des virus artificiels. Ils introduisent des gènes humains dans les tissus de l'organe qui sera transplanté. Les virus oncolytiques sont largement étudiés. Ce sont des virus spécialement conçus pour infecter et détruire les cellules cancéreuses. Le premier virus oncolytique commercialement disponible, T-VEC, a été approuvé aux États-Unis en 2015 pour traiter le mélanome. T-VEC, un virus de l'herpès modifié, non seulement détruit les cellules cancéreuses, mais stimule également une réponse immunitaire, aidant à combattre la tumeur. D'autres exemples incluent le virus Rowleycin, actuellement en essai clinique pour traiter différents types de cancers, comme le cancer de la tête et du cou. Rowleycin utilise un réovirus qui infecte et tue naturellement les cellules cancéreuses, sans endommager les cellules normales. Les virus oncolytiques sont également étudiés pour traiter d'autres formes de cancer, comme le cancer du poumon et le cancer colorectal. Le virus Pexavec, basé sur le virus de la vaccine, est en essai clinique pour traiter le carcinome hépatocellulaire. Grâce au virus, nous pourrions enfin obtenir les traitements tant attendus de différents types de cancers. Et qu'en est-il de la production de divers médicaments? Les virus sont également impliqués. Par exemple, les bactéries sont de véritables usines de production de substances nécessaires. Il suffit de savoir comment leur demander et les virus modifiés savent le faire. L'un des exemples les plus connus est la production d'insuline. Dans les années 80, la société Genentech, en collaboration avec Eli Lilly, a développé une méthode de production d'insuline humaine en utilisant des bactéries génétiquement modifiées, dans lesquelles des gènes d'insuline ont été introduits à l'aide de virus. Cette approche a permis de produire de l'insuline en grande quantité pour traiter le diabète, ce qui a été une avancée révolutionnaire en médecine. Un autre fait intéressant. Saviez-vous comment fonctionne votre vaccin contre la COVID-19? Par exemple, les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson utilisent des adénovirus modifiés
comme vecteur pour délivrer du matériel génétique dans les cellules humaines. En d'autres termes, on vous a injecté un virus modifié qui a pénétré dans certaines cellules de votre corps et les a incité à produire des protéines constituant les pointes du virus Covid-19. Évidemment, votre corps n'a pas apprécié cette blague et a développé une immunité contre ces protéines. Et lorsque quelqu'un a toussé le Covid-19 sur vous, après cela, votre corps était déjà prêt à identifier et à combattre le problème. Mais les virus ne sont pas seulement utilisés en médecine. Les virus sont utilisés pour créer de nouveaux matériaux grâce à leur capacité à s'auto-organiser et à interagir spécifiquement avec différentes molécules. Le virus M13, par exemple, a une forme longue et filiforme, ce qui le rend idéal pour créer des nanophiles. Les chercheurs peuvent modifier génétiquement le virus pour qu'il se lie à des métaux comme l'or ou le palladium. Après que le virus se soit lié aux métaux, des nanophiles se forment qui peuvent être utilisés en électronique. Les virus peuvent également être utilisés pour créer des nanocomposites. Ils assurent une distribution uniforme des nanoparticules dans le matériau, améliorant ainsi ses propriétés mécaniques et électriques. Par exemple, l'ajout de virus à des polymères peut augmenter leur résistance et leur conductivité. En 2006, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont utilisé le virus M13 pour créer des nanophiles en oxyde de cobalt et en or. Ces nanophiles sont utilisés pour créer des anodes dans les batteries lithium-ion, améliorant leur efficacité et leur durée de vie. En 2020, des scientifiques de l'Université de Californie à Riverside ont développé une méthode de création de catalyseurs hautement efficace pour la décomposition de l'eau en utilisant des virus pour former des nanoparticules de platine sur la surface des nanotubes de carbone. Cela permet de créer des catalyseurs efficaces et moins coûteux pour la production d'hydrogène. Comme vous pouvez le constater, les virus ne sont pas une sorte de créature féroce comme mon chat Martin, mais un outil évolutif naturel efficace, extrêmement efficace et prometteur. Les humains n'ont commencé à utiliser sa puissance que relativement récemment. La technologie est prometteuse et l'intelligence artificielle ne pourra pas prendre la profession de virologue aussi rapidement qu'elle le fera pour celle de programmeur. C'est pourquoi, notez que dans le premier commentaire sous la vidéo, j'ai sélectionné pour vous et vos proches les livres les plus intéressants sur les virus qui peuvent intéresser aussi bien les adultes que les enfants. Quant à moi, je ne suis pas biologiste, mais programmeur. Et il ne me reste plus qu'à enseigner désespérément divers tours à mon chat Martin, ce qui augmente simplement son mépris pour moi. Mettez des likes si vous n'avez pas aimé, des dislikes. Abonnez-vous à la chaîne et ne tombez pas malade.